Bonjour, bienvenue à la soirée d'information sur le programme de sélection génétique de l'abeille du CRESAD, qui a également là, comme objectif là, de vous présenter le programme de vente de reines pour cette année. Donc, au CRESAD, on a un programme de génétique depuis plus de 10 ans où on va sélectionner des abeilles pour produire là, des lignées qui vont être vraiment adaptées à l'apiculture locale particulière qu'on retrouve au Québec. Et depuis 2017, Ségolène Maucourt, qui fait son doctorat avec Pierre de Venazo à l'Université Laval, a introduit là, les valeurs d'élevage qui vont permettre de vraiment mieux prédire le potentiel génétique de chaque colonie, en fait, qui est issue de ces abeilles-là. C'est un programme génétique qui est unique au Canada aussi, donc qui permet vraiment là, une très belle amélioration de nos colonies, de notre cheptel. Et cette année, avec tout le travail qu'on a fait, on est rendu à diffuser la génétique apicole de nos reines. Donc, on a nommé les reines d'Échambault chez les apiculteurs du Québec qui seraient intéressés en fait là, à reproduire ces colonies-là pour les rediffuser à d'autres apiculteurs. Donc, la soirée aujourd'hui va se dérouler en 2 temps. Donc, tout d'abord, Ségolène, qui fait son doctorat, là, va vous présenter le programme de sélection apicole des abeilles du CRESAD. Donc, quels critères on va sélectionner, comment on va les mesurer, etc. Donc, qui va vous permettre d'avoir une idée de ce qu'on fait en termes de sélection au Centre de recherche en sciences animales de Deschambault. Et par la suite, donc, il va y avoir une période de questions sur la présentation de Ségolène. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter comment va se dérouler la vente, en fait, là, des reines pour le CRESAD. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martine Bernier. Je suis chargée de projet en apiculture au CRESAD. Donc, après ma présentation là, qui va vous donner les mécanismes là, de vente, il va y avoir une autre période de questions que vous allez pouvoir poser pour faire la soirée d'information aujourd'hui. Donc, je donne la parole à Ségolène qui va présenter en fait, une partie de son projet de doctorat. Ok, là, ça me paraît bon. Vous voyez, ça paraît en diapo complet? Oui, ouais. Diapo complet, on te laisse aller. Ok, super. Fait que, c'est ça. Merci d'être venu aujourd'hui à cette réunion d'information. Comme l'a dit un peu Martine, moi, je vais vous présenter un peu plus en détail le programme de sélection du CRESAD et les fonctionnements qu'on a mis en place au fur et à mesure des années, puis l'outil que j'ai développé dans le cadre de mon doctorat pour une sélection un peu plus précise. Donc, est-ce que là, ça va marcher? Donc, comme je disais, le programme de sélection, il a été créé en 2010. Et en fait, chaque année, on va avoir entre 120 et 130 colonies qui vont être mesurées sur leur performance chaque année. Et dans ces 120 à 130 colonies, il va y avoir en fait différents lots. C'est 10 lignées différentes qui vont avoir chacune à peu près au moins 10 reines sœurs. Puis l'ensemble de ces colonies vont être réparties aléatoirement dans 5 ruchers qui se trouvent entre Deschambault et Saint-Augustin, sur lesquels on va venir réaliser ces évaluations de performance. Donc, par évaluation de performance, j'entends mesurer la production de miel, le développement printanier, le comportement hygiénique, etc. Il y a plein de caractères que je vais vous décrire un peu plus en détail par la suite. Une fois que ces mesures d'évaluation sont faites, on va sélectionner certaines colonies, donc on en sélectionne 20 au total, 10 qui vont servir à l'élevage de rennes et 10 qui vont servir à la production de faux bourdons. Et donc, nos rennes qui sont produites par les méthodes de greffage standard vont être mises sur un site de fécondation pour être fécondées par les mâles qu'on a choisis avec un système de fécondation dirigée. C'est-à-dire que ce site de fécondation, il va être inondé par des très, très grosses quantités de mâles. Et ça va garantir entre 83 et 93% des fécondations de nos rennes par nos mâles, selon les informations que j'ai trouvées dans la littérature avec cette méthode de fécondation. Tu vas pouvoir passer à l'autre diapo, Martine.
Donc, pour parler un petit peu plus de l'évolution au sein du programme de sélection depuis sa création, entre 2010 et 2016, on réalisait une sélection massale qui était basée uniquement sur le phénotype des colonies, c'est-à-dire qu'à chaque génération, comme on peut le voir un peu sur le petit schéma, on allait sélectionner les colonies qui présentaient le meilleur phénotype, et puis c'est celle-là qu'on reproduisait pour produire la génération suivante, etc., etc. Puis ça continue à l'infini jusqu'en 2016. Et en 2016, on est venu intégrer de la génétique quantitative au sein de la sélection qui était faite, c'est-à-dire qu'à partir de 2016, on est venu sélectionner les colonies à partir de leur génétique et non plus du phénotype. Je peux passer à l'autre diapo. La génétique quantitative, c'est qu'est-ce que c'est? C'est en fait une génétique qui, ça correspond à la génétique des caractères dont l'observation va passer par une mesure. Donc, c'est une discipline qui se base sur la mesure de caractères quantitatifs et non qualitatifs. Un caractère qualitatif en génétique, ça va être un caractère comme par exemple la couleur des yeux, la couleur des cheveux, le groupe sanguin, etc. C'est pas ça qu'on va venir regarder. C'est les caractères quantitatifs, donc tout ce qui est capable d'être mesuré chez un individu, comme sa taille, son poids. Et pour l'abeille, ça va être la production de miel, la résistance aux maladies, etc. Ces caractères quantitatifs, ils sont exprimés par 3 catégories de gènes différents. On va avoir les gènes majeurs qui vont avoir un effet individuel important. Donc, ça va fonctionner un peu comme pour des caractères qualitatifs, c'est-à-dire que si le gène majeur est présent, eh bien, le caractère s'exprime. Et si le gène majeur n'est pas présent, cela ne s'exprime pas. Ensuite, on a les gènes qui sont portés au QTL pour Quantitative Trait Locus. Donc, ça, c'est ce qui est étudié lorsqu'on fait des analyses ADN, analyses génétiques en laboratoire, avec des systèmes de marqueurs génétiques. Donc, en ce moment, on entend beaucoup parler. Ce sont des techniques qui sont utilisées en sélection pour d'autres productions animales, la production ovine, porcine, etc. Ils vont sélectionner à partir de marqueurs génétiques. Et enfin, on a les polygènes, et c'est ceux qui m'intéressent particulièrement dans mon travail que j'ai réalisé au cours de mon doctorat. Ces polygènes, ce sont en fait de petits gènes assez insignifiants s'ils sont seuls, mais lorsqu'ils sont présents en grand nombre, ils vont avoir un impact important sur l'expression d'un caractère quantitatif. Et c'est avec ces gènes-là qu'on va travailler pour faire la sélection au sein du programme de sélection du CRESAD. On peut passer à la diapo suivante. Donc, comment on fonctionne avec l'utilisation de ces polygènes pour la sélection? Chaque polygène, il va avoir un effet très faible individuellement, mais leur présence en grand nombre va avoir un impact important sur l'expression du caractère. Donc, pour imager un petit peu ce que c'est qu'un polygène, j'ai utilisé un truc assez simple, c'est on peut considérer un polygène comme une brique pour construire un mur. Et donc, chaque brique représente un polygène, et lorsque l'on reproduit 2 individus, leur descendance va hériter de ces briques, de ces polygènes, et donc l'expression du caractère va augmenter. Et c'est ce qu'on essaye de faire au sein du programme de sélection depuis 2016. Donc, en fait, à chaque génération, on construit des murs de plus en plus gros pour chaque caractère qui nous intéresse. Mais nous, dans notre cas, on ne va pas faire de la maçonnerie pour construire ce mur, mais on va utiliser une méthodologie qui s'appelle la méthode BLUP animal. Et ce sont en fait des analyses statistiques qui vont permettre de mesurer la présence de ces polygènes pour un caractère donné chez les colonies qui font partie du programme de sélection. On peut passer à l'autre diapo. Je ne vois pas la diapo, est-ce que vous l'avez? Ah, c'est bon. OK. Donc, pour utiliser la méthodologie BLUP, on a d'abord créé des arbres généalogiques sur l'ensemble des colonies du programme de sélection depuis 2010. Et donc, à cet immense arbre généalogique qui comprend toutes les colonies qui sont passées à travers le programme de sélection, on est venu associer à chacune de ces colonies les mesures phénotypiques qui ont été mesurées au cours des années. Et c'est des mesures phénotypiques qui sont prises pour différents caractères.
Puis on a aussi ajouté des informations concernant l'environnement de la colonie au moment où ont été prises les données. Donc ça va concerner surtout les années où la mesure a été prise, ainsi que le rucher dans lequel la mesure a été prise pour chacune des colonies. Et toutes ces informations-là, on va les envoyer dans un ordinateur qui a un logiciel statistique. C'est un logiciel qui s'appelle ASRLM-R. Et donc, on va lancer le modèle BLUP animal à travers ce logiciel. Puis pour toutes ces parties statistiques, je travaille en collaboration avec un statisticien du CDPQ. Donc, c'est le Centre du développement du port du Québec qui a l'habitude en fait de travailler avec cette méthodologie, mais en production porcine. Et donc, avec lui, on a pu le développer pour la sélection apicole. Et donc, cette méthode BLUP qu'on utilise, elle se base en fait sur une équation très simple. C'est que le phénotype va être égal au génotype plus aux effets de l'environnement. Et avec toutes les informations généalogiques, les performances phénotypiques et les informations de l'environnement, on arrive à calculer la part génétique. Ça marche un petit peu comme quand on est à l'école et qu'on est en cours de mathématiques, puis qu'on a une équation, je pense que tout le monde a déjà un peu vu ça dans sa vie, où on nous demande de chercher X dans l'équation. Et c'est ça qu'on fait à travers BLUP, en plus complexe, c'est-à-dire qu'on va chercher X, puis X, dans notre cas, il correspond à la valeur génotypique. Et donc ça va nous permettre en fait de mesurer un peu la taille du mur pour chaque colonie du programme de sélection, c'est-à-dire la quantité de polygènes qui est présent chez chacune des colonies. On peut passer à l'autre diapo. Au sein du programme de sélection du CRESAD, on va pour chaque colonie à chaque génération mesurer sa valeur génétique pour un caractère qui nous intéresse. Et ensuite, on va classer les colonies du programme de sélection en fonction de ces valeurs génétiques. Valeurs génétiques ou valeurs d'élevage. Dans le jargon de la génétique, on appelle vraiment ça valeur d'élevage. C'est pour ça que je vais l'utiliser pour le reste de ma présentation. Donc, je vous ai mis un petit exemple en dessous où on peut imaginer qu'on a un classement génétique pour les 130 colonies concernant la production de miel. Et on voit que la number one, ça va être la ruche numéro 150, qui va avoir une valeur d'élevage de 120%. Ce qui signifie que la reine de cette colonie, elle est génétiquement supérieure de 20% au niveau standard de la population. Donc, en d'autres termes, si je rapporte ça au mur de briques, la ruche 150, c'est celle qui a le plus gros mur de briques parmi l'ensemble des colonies de sa génération. Mais alors, pourquoi sélectionner aujourd'hui les colonies à partir de ces valeurs d'élevage plutôt qu'à partir de leur phénotype? Je vous ai mis un exemple assez simple pour comprendre le mécanisme. Donc, pour la production de miel, toujours, si je viens sélectionner le phénotype sur le phénotype entre ces deux colonies, donc une des colonies qui a produit 100 kg de miel et l'autre qui a produit 90 kg de miel, je vais logiquement choisir celle qui a produit 100 kg de miel parce qu'elle me paraît être la meilleure. Maintenant, lorsque je vais venir sélectionner à partir de valeurs d'élevage, je ne vais pas forcément choisir cette colonie dans cet exemple, puisque avec la méthodologie BLUP, on va prendre en considération les performances des colonies qui ont un lien génétique avec ces deux colonies, ainsi que l'environnement dans lequel les colonies se trouvaient. Et donc, dans ce cas-ci, la colonie qui a produit 90 kg de miel, elle est peut-être plus intéressante pour la reproduction que celle qui a produit 100 kg, car ces colonies sœurs ont bien performé aussi. Ce qui n'est pas le cas pour celles de 100 kg. On voit que les colonies sœurs n'ont pas forcément performé aussi bien. Et donc, il y a une probabilité plus forte que le mur de briques dont je vous parle pour cette colonie qui a produit 90 kg de miel, elle soit plus importante. Donc, il y a plus de chances qu'elle transmette ses polygènes à sa descendance et donc que sa descendance soit plus performante. Et cette notion de valeur d'élevage, etc., ça me permet aussi
d'appuyer le fait qu'avec cette technique, on est obligé en fait de conserver des colonies qui ont des performances médiocres ou moyennes, car ça va nous permettre d'avoir des informations précieuses pour sélectionner par la suite nos colonies qui vont servir à la reproduction. Donc, dans un programme de sélection comme au CRESAD, même une colonie qui économiquement n'est pas viable qui serait pas viable pour un éleveur ou pour un producteur, ben nous, on va la conserver parce qu'elle va nous donner des informations pour sélectionner par la suite des colonies plus performantes. On peut passer à l'autre diapo. Donc là, avec les valeurs d'élevage, ben on sélectionnera bien celle qui a produit 90 kg. Ensuite, pour l'ensemble des caractères qui sont étudiés pour la sélection au CRESAD, ben, on se base sur 3 critères différents. On a des critères de santé, des critères de production et des critères de rusticité. Donc, pour les critères de santé, on s'intéresse à deux caractères, le comportement hygiénique et le taux de croissance de la population de varroa. Pour la production de miel, les critères de production, on s'intéresse uniquement à la production de miel. Et pour la rusticité, on s'est intéressé au caractère consommation hivernale ainsi que développement printanier. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail comment on mesure chacun de ces caractères. Voilà, super. Donc, pour le comportement hygiénique, on vient réaliser des tests d'azote au sein de l'ensemble des colonies qui sont en performance. Donc, on va tuer en fait une petite surface de couvain et 24 heures plus tard, on revient pour voir à quel point les abeilles de la colonie ont nettoyé cette zone de couvain mort. Puis ça va nous permettre de mesurer en fait la capacité de nettoyage de la colonie en pourcentage. Ensuite, pour le taux de croissance de la population de varroa, ben, on vient installer des pièges collants sous les ruches, ce qui va nous permettre de mesurer le nombre de varroa qui est tombé par jour. Puis on va réaliser ce dépistage plusieurs fois au cours de l'été. Pour la production de miel, ben, on vient tout simplement peser l'ensemble des osses à miel de chaque colonie, avant et après. On les pèse avant de les mettre sur les ruches, puis après, quand elles sortent du rucher pour être extraites. Et ça va nous donner le kilogramme très précis de miel qui a été produit par colonie. Ensuite, pour la rusticité, donc pour la consommation hivernale, on vient mesurer la consommation de sirop de sucre par rapport à la population chez l'ensemble des colonies. Donc, on va peser la colonie avant l'hivernage, puis après, ce qui va nous donner, en fait, la différence va nous donner le nombre de kilos de sucre qui a été consommé durant l'hiver. Et enfin, pour le développement printanier, on vient mesurer la surface de couvain de l'ensemble de la colonie début juin, donc au moment où les colonies ont l'habitude de partir en pollinisation du bleuet. Et ça va nous permettre d'obtenir le nombre de cellules totales qui est occupé par du couvain à ce moment précis. Aujourd'hui, oui, j'ai oublié ça. Aujourd'hui, dans la sélection qui est faite au CRESAD, on a 3 de ces caractères qui sont complètement intégrés sur lesquels on sélectionne aujourd'hui. Donc, ça va être le comportement hygiénique, la production de miel et le développement printanier. La consommation hivernale et le taux de croissance de la population en varroa, ils vont être intégrés dans les prochaines années. Mais quand on commence de la sélection, c'est important de ne pas démarrer avec trop de caractères pour pouvoir observer un progrès génétique, puis que certains caractères deviennent plus stables au sein de la population. Donc, comme je le disais, il y a quelques diapos en arrière, on a une variabilité qui est importante au sein de nos caractères, puisqu'on va garder l'ensemble des colonies qui ont été produites par l'élevage. Donc, on va avoir des colonies qui sont très performantes et d'autres qui ne le sont pas du tout. Là, je vous ai mis l'exemple de l'année 2018 pour le comportement hygiénique. Dans tout ce lot, dans toute cette population de colonies, j'avais à la fois des colonies qui avaient seulement un comportement hygiénique de 34% et d'autres qui étaient à 100%. Et pareil pour le développement printanier, j'en avais qui étaient à 230 cellules de couvain au mois de juin, puis d'autres qui étaient à 32 000 cellules de couvain au mois de juin. Et c'est cette variabilité-là qui est vraiment importante au sein d'un programme de sélection pour pouvoir avoir plus de précision et sélectionner de meilleure façon.
Ensuite, pour vous donner un peu une idée de ce que ça représente au niveau des mesures, depuis 2010, dans notre base de données sur la mesure des performances sur tous les traits de sélection qui sont faits sur les colonies du programme de sélection du CRESAD, on a à peu près une cumulation de 3500 données jusqu'en 2019. Je n'ai pas rajouté 2020 encore, mais ça doit s'accumuler encore plus. Et depuis 2016, donc depuis l'établissement de cette nouvelle méthodologie, on récolte à peu près 500 données sur l'ensemble des colonies chaque année. Ensuite, il y a aussi quelque chose de très important au sein de notre programme de sélection auquel on tient, qui est une des étapes clés pour pouvoir réussir la sélection, ça va être le contrôle de la génétique. Parce que si je laisse mes colonies aller, puis qu'il y en a une qui décide d'essaimer et que c'est une de ces reines filles qui est remplacée, la mesure de performance que je vais prendre sur ma colonie, elle ne correspondra plus à la reine que j'ai installée dans la ruche. Et donc là, il va y avoir un décalage, puis ça va vraiment fausser l'ensemble des données. Donc pour ça, on va venir identifier chaque reine par un marquage. Donc on fait une petite tache de couleur sur le thorax, mais on va aussi les clipper pour déjà un petit peu les empêcher d'essaimer, mais aussi pour si le marquage s'efface ou quoi d'autre, qu'on soit sûr que la reine qui se trouve dans la colonie soit bien celle qu'on y a placée à la base. Et on vient aussi effectuer un contrôle régulier des colonies pour vérifier et détruire les potentielles cellules royales qui peuvent s'y trouver. Donc, on fait ça en 13-14 jours. On essaye d'être vraiment très rigoureux sur nos tournées de cellules. Et ce sont vraiment des précautions qui sont indispensables pour garantir la validité de nos données. On a aussi de nouveaux caractères qui sont en étude au CRESAD en ce moment. Donc ça, c'est des caractères qu'on mesure depuis 2017, je dirais. Donc on a des caractères qui concernent les critères de santé, puis un caractère qui concerne plus le critère de management. Enfin, je l'ai classé là, mais vous pouvez mettre ailleurs si ça vous convient pas. Pour la santé, on s'intéresse au taux d'infestation en varroa, mais en wash cette fois-ci. Donc, on vient en fait prendre des échantillons d'abeilles dans des wash pour obtenir le nombre de varroa par abeille. On s'intéresse aussi un peu à la consanguinité. C'est quelque chose qu'on essaye de voir. On verra ce qu'on peut en faire par la suite. Je ne sais pas trop si on va pouvoir l'intégrer en tant que caractère tel, mais c'est quand même une mesure qu'on prend au sein de nos colonies depuis 2017. Donc, en fait, on va mesurer le nombre de cellules vides dans un patron de couvain en plaçant un petit pochoir en fait en forme de losange qui correspond à 100 cellules. Et donc, c'est censé nous donner une idée du taux de consanguinité de la colonie. Et enfin, on a le caractère d'agressivité ou de douceur, comme vous voulez, où là, on va simplement en fait secouer un petit patch de cuir au-dessus de la colonie qui n'est pas enfumée pendant à peu près 2 minutes. Et puis, on va voir à quel point les abeilles vont montrer un degré d'agressivité face à ce patch de cuir. Donc, ça nous donne le nombre de dards qui est recueilli en 2 minutes sur le patch. Donc, je vous ai mis une photo où je pense qu'on voit assez bien la variabilité aussi qu'on a pour ce trait. On voit qu'il y a des colonies qui vont vraiment se défouler un peu sur le patch, puis d'autres qui ne vont pas du tout réagir. Mais ces caractères-là, pour le moment, ils seront intégrés, mais dans quelques années, parce qu'il y a vraiment un travail préliminaire avant de faire de la sélection qui est très long. Il nous faut un minimum de 50 données pour pouvoir mesurer ce qu'on appelle des paramètres génétiques. Donc, savoir en fait comment le caractère se comporte dans une population, calculer son taux d'héritabilité. Donc, savoir comment le caractère se transmet de génération en génération. C'est l'indice d'héritabilité qui va nous permettre de mesurer ce degré de transmission du caractère. Puis, on va aussi venir regarder comment le caractère il évolue avec d'autres caractères. Donc, pour ça, on mesure ses corrélations génétiques. Parce que parfois, certains caractères sont liés génétiquement. Et quand on va venir en sélectionner un, ça peut en sélectionner un autre négativement s'ils sont liés. Donc, c'est vraiment des informations qui sont très importantes à prendre sur un caractère avant de l'intégrer dans un programme de sélection. Donc là,
Ça fait depuis 2017 qu'on travaille là-dessus. On va bientôt pouvoir mesurer ces informations et décider par la suite si on l'intègre dans notre sélection. OK. On a encore de nouveaux caractères que on voudrait suivre. On a plein d'idées en fait sur des mesures de caractères qu'on pourrait tester pour voir si ça pourrait être intéressant pour la sélection. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à venir. On n'a pas encore de mesures, mais c'est des choses pour lesquelles on aimerait prendre des mesures dans les années à venir. La propolis, déjà, on voudrait installer des grilles à propolis sur l'ensemble de nos colonies, puis venir mesurer la quantité de propolis qui est produite par colonie, ce qui pourrait peut-être aider au niveau de la résistance aux maladies. La propolis a peut-être une action sur certains champignons, certains virus, etc. Et on a aussi la production de pollen, qui est peut-être une idée intéressante. Venir mesurer les surfaces de pollen dans la colonie début juin. Peut-être que la quantité de pollen qui se trouve dans une colonie a une influence directe sur la capacité des abeilles à polliniser, etc. Donc, c'est aussi une piste qu'on aimerait bien explorer un peu plus pour peut-être sélectionner des critères plus spécifiques pour certains apiculteurs qui sont spécialisés dans la pollinisation. Donc, tout ça, c'est à venir, mais c'est vraiment des idées qu'on a pour la suite, pour le programme. C'est ça. Donc là, je vous ai présenté l'ensemble des caractères sur lesquels on travaille ou qu'on a l'idée de travailler. Mais aujourd'hui, la sélection qui est faite et les rennes qui sont proposées à la vente, elles sont sélectionnées selon 3 critères. Donc, pour sélectionner sur 3 critères en même temps, on vient créer un indice de sélection qui va en fait pondérer les valeurs d'élevage pour ces 3 critères d'intérêt. Donc, nous, on a décidé de mettre plus d'emphase sur les critères de santé, puis de production et enfin de rusticité, ce qui permet d'obtenir un index qui accorde en fait 50% d'importance au comportement hygiénique, puis 20% d'importance à la production de miel et enfin 30% d'importance au développement printanier. Et c'est à la base de cet indice-là qu'on est venu sélectionner nos colonies reproductrices, nos breeders, cette année. Donc, pour résumer un petit peu où on se place, aujourd'hui, on est en 2021, donc vous pouvez le voir sur la petite chronologie. Donc, on est au niveau de l'élevage de la génération F1. Donc, on va élever cette année les rennes qui sont proposées à la vente. C'est-à-dire que ces rennes, elles proviennent de mères reproductrices dont les mesures de performance ont été prises en 2020. Durant l'hiver, j'ai estimé les valeurs d'élevage pour l'ensemble des caractères. On est venu créer l'indice de sélection pour pouvoir sélectionner ces colonies reproductrices. Si tu arrives à mettre l'animation en route, voilà. OK, donc là, on est venu sélectionner nos reproducteurs. On a fait notre élevage de rennes. Et en 2022, il y a une partie de ces rennes qui est consacrée à la vente, mais on va garder quand même un lot de rennes sœurs, de ces rennes consacrées à la vente, sur lesquelles on va venir mesurer les performances l'année prochaine. Puis on estimera à nouveau des valeurs d'élevage et un indice de sélection pour ces rennes. Et donc, on va voir en fait s'il y a un potentiel progrès génétique entre ces 2 générations. Au cours de mon doctorat, c'est ce qu'on a réalisé depuis 2016 et on a vu qu'il y avait un progrès qui était fait. Donc, il n'y a pas vraiment de raison que cette année, il n'y en ait pas. En tout cas, je le souhaite. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, notre programme de sélection, il se base vraiment sur un intervalle de génération assez long. C'est 2 ans. Donc, ça met 2 ans avant de voir une amélioration. Et ça reste des améliorations qui sont quand même mineures à chaque fois, mais c'est le cumul de toutes les années qui va faire qu'on va avoir des colonies de plus en plus performantes. Donc ensuite, ce que j'avais proposé un peu avec Martine, puis on en avait discuté, ce serait peut-être si vous le souhaitez en tout cas, et si vous êtes intéressé par la vente, c'est de vous envoyer les informations sur le pédigré de ces rennes. C'est-à-dire que je peux vous donner beaucoup d'informations sur les évaluations de performance des parents, des grands-parents, voire au-delà. Mais bon, je ne sais pas si ça a vraiment une utilité de remonter jusqu'en 2010. Mais pour chacune de
ces colonies, je peux vous donner sa mesure de performance pour le développement printanier, la production de miel, le comportement hygiénique. Vous donner aussi son classement au niveau de l'indice de sélection, à quelle place elle a été classée sur l'ensemble des colonies qui ont été évaluées l'année de sa mesure de performance. Et puis, vous indiquez aussi si dans la généalogie, les reines mères ont été fécondées naturellement par fécondation dirigée ou par insémination, parce qu'à travers le programme de sélection, on développe aussi l'insémination qui permet d'accélérer un peu le progrès génétique. Et puis voilà, c'est vraiment des informations, c'est pour le fun, là, si ça vous intéresse, que vous pouvez avoir, puis qui vous donneront peut-être plus d'idées sur la capacité des reines et sur leur pédigré. Et ensuite, si vous voulez un peu plus d'informations sur la sélection, sur le programme, etc., il y avait un article qui avait été publié dans l'Abeille en 2019 qui expliquait un petit peu comment on venait sélectionner génétiquement les abeilles. Je vais essayer d'en écrire un autre cet automne sur des sujets un peu similaires. Puis, si vous voulez vraiment des documents très précis sur la sélection ou sur les paramètres génétiques, il y a 2 articles scientifiques qui sont maintenant publiés, qui sont en ligne, dont vous pouvez accéder assez facilement. Donc, le premier qui va parler des paramètres génétiques de plusieurs caractères qu'on est venu mesurer sur notre programme de sélection. Et le deuxième qui va parler plus des progrès génétiques qui ont été réalisés depuis les 10 ans de sélection au sein du programme de sélection du CRESAD. Puis, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez d'autres documents, j'ai mis mon adresse courriel. Ça me fera vraiment plaisir de partager des informations avec vous, etc. Parce que moi, c'est quelque chose qui me passionne et j'aime bien partager tout ça. Donc, il n'y aura pas de problème. Ça me fera un immense plaisir. Et je pense que j'avais pas d'autres diapos. Je ne sais pas. Oui, c'est ça. J'ai arrêté la diapo de remerciement. Je vous remercie vraiment pour votre attention. Je suis désolée qu'il y ait eu quelques petits problèmes techniques au début. Puis, je remercie mes directeurs qui m'ont beaucoup aidé là-dedans, l'ensemble de l'équipe du CRESAD, le statisticien avec lequel je travaille, puis tous les étudiants qui sont venus m'aider à prendre des données chaque été, parce que c'est quand même un travail assez colossal. Puis, je remercie aussi toutes les sources de financement qui ont permis de continuer ce programme de sélection, parce que c'est quelque chose qui est assez difficile aujourd'hui d'obtenir. Donc, je les remercie tous pour tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Ségolène, pour ta présentation. Est-ce que vous aviez des questions sur le programme de génétique, donc à poser à Ségolène? Faut-tu lever la main ou… Au nombre qu'on est, je pense que s'il n'y a pas de problème, là, oui, tu peux poser ta question, Maggie. Je vais te mettre l'écran, hein, c'est moins plate un peu. C'est parce que je suis en train de prendre des notes en même temps sur l'ordi. Bouge pas. Ouais, en fait, ma question, parce que là, vous sélectionnez beaucoup de caractères pour les principaux étant la santé, la production de miel, la rusticité. Ça, c'est les 3 de départ. Ma question, c'est à propos de l'essaimage. Qu'est-ce que le CRESAD fait par rapport à ça? Est-ce qu'il fait juste éliminer la ruche qui a envie d'essaimer? Est-ce qu'il y a une cote qui est donnée à une ruche qui a envie d'être plus essaimeuse ou moins essaimeuse? Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça ou… Alors, nous, on les empêche clairement d'essaimer. On fait un contrôle vraiment très régulier dans nos ruches pour détruire les cellules royales qui s'y trouvent. Après, pour trouver un moyen de sélectionner par rapport à l'essaimage si on en veut plus ou si on en veut moins, c'est pas quelque chose pour le moment sur lequel je me suis penchée. C'est vrai que ce serait super intéressant, mais c'est assez difficile à mesurer. Ça ne marche pas comme si on mesurait à chaque fois le nombre de cellules qui est produite dans une colonie naturellement. Ça ne nous donne pas vraiment de réels résultats sur son envie d'essaimer. On dirait que c'est des comportements vraiment plus internes et plus qui ne sont pas forcément en lien direct avec la génétique, ou du moins on n'est pas trop capable pour le moment de le capter.
Puis c'est vraiment pas quelque chose, c'est dans la littérature d'autres gens qui travaillent un peu sur ce genre de projet. J'ai jamais vu quelque chose pour mesurer cet essaimage. C'est vrai que c'est quelque chose qui serait super intéressant, puis j'aimerais beaucoup travailler là-dessus. Je pense que pour des éleveurs de rennes, ce serait plus intéressant d'avoir des colonies qui ont tendance à essaimer, donc avoir un comportement de produire beaucoup de cellules royales. Et en même temps, les producteurs juste de miel ou quoi, qui voudraient plus avoir des colonies qui essaiment moins. Donc, ce serait vraiment super chouette. Mais pour le moment, j'ai pas trouvé d'informations là-dessus. Puis, je sais pas trop comment on pourrait le mesurer. OK. Merci. De rien. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Non? OK, c'est bon. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir poursuivre. Donc, je vais repartager mon écran pour la suite. Donc, voilà pour la suite. En fait, là, je vais vous dire un peu là, comment on pense orchestrer là, le programme de vente de rennes. Donc, cette année, c'est une première. Notre objectif, c'est vraiment, suite au travail qu'on a fait, là, de rendre disponible la génétique qu'on a développée au CRESAD aux apiculteurs québécois. Donc, pour qu'ils soient en mesure, eux aussi, d'avoir des abeilles améliorées dans leur cheptel. Et on visait davantage les producteurs de rennes, donc pour qu'ils puissent justement les rediviser puis les diffuser aussi à l'ensemble des apiculteurs du Québec. Et on a comme un deuxième objectif aussi, c'est d'aller évaluer la performance des rennes des chambeaux en entreprise. Donc, nous, les rennes qu'on fait depuis les 10 dernières années, c'est souvent dans les mêmes environnements qui sont un peu plus similaires. Donc là, on voudrait voir dans d'autres régions du Québec et avec d'autres types de régies apicoles aussi. Donc, comment vont se comporter les abeilles, les rennes. Donc, les rennes des chambeaux, donc qui sont celles qui sont disponibles cette année, sont fécondées naturellement, donc à la station des chambeaux, comme Ségolène l'expliquait plus tôt. Donc, on a vraiment un site de fécondation qui est inondé de mâles avec en parallèle là, les rennes, les colonies mères desquelles sont sélectionnées là, les rennes. Comme Ségolène le dit, donc on peut vous envoyer la fiche des caractéristiques prédites des rennes et la généalogie de leur descendance. Donc, ça va vous permettre un peu là, de voir là, quel type de rennes vous allez recevoir. Et là, les rennes qui sont disponibles cette année, donc le seraient entre le 9 et le 30 juillet. Donc, on a plusieurs élevages là, qui vont arriver. Alors, ça vous donnerait un peu un horizon là, de disponibilité là, pour organiser les opérations chez vous pour faire des nucléis, etc. Donc, quand les lots vont être disponibles, on va pouvoir donner des informations un peu plus précises là, sur les dates dans lesquelles ils vont être disponibles. Donc, ce qu'on propose cette année, c'est un total de 200 rennes qu'on va mettre en vente en 4 lots de 50 rennes. Donc, on veut vraiment là, garder des lots un peu plus importants pour qu'on soit capable de voir en entreprise comment ils performent. Donc, le prix qu'on a établi pour la vente de ces rennes-là, c'est 4 000 $ par lot. Donc, ça correspond à 80 $ par reine. Donc, la raison pour laquelle le prix est aussi élevé, donc c'est tout ce que Ségolène vous a expliqué. Donc, on a un travail colossal d'évaluation dans le champ et aussi au niveau statistique. Donc, c'est des prix un peu là, qui vont refléter là, le travail qui a été mis en arrière. Et à ça, on ajoute les frais de livraison, évidemment. Les applications pour ça, donc on a vraiment une période un peu plus restreinte pour cette année. Donc, les applications vont être ouvertes à partir de maintenant jusqu'au 8 juillet à minuit. Donc, tout ce qui va être reçu pendant cette semaine-là là, va être considéré. Donc, si vous avez un intérêt, vous pouvez écrire à l'adresse cresad@cresad.qc.ca.
Donc, pour toute question aussi, ça va être redirigé là, soit à moi ou soit à Ségolène ou à quelqu'un d'autre si jamais les questions sont plus précises. Puis toutes les informations là, que je viens de vous dire là vont être aussi disponibles sur le site du CRESAD. Donc, dans l'onglet Nouvelles, vous allez les trouver vraiment très, très facilement. Puis je pense qu'on pourra les refaire circuler là, au niveau des AADQ là, pour être en mesure de les avoir un peu plus facilement sous la main. Et par la suite, parmi les applications qu'on a reçues, donc on voulait vraiment avoir un souci d'équité. Donc, on va avoir un tirage au sort qui va être fait parmi les des 4 lots, en fait. Donc, le tirage au sort va être fait vraiment là, ça va être moi qui va le faire, mais il va y avoir des gens de la direction, puis aussi des gens du CRESAD qui vont assister pour être sûr que tout se fasse de façon très, très équitable parmi les applications qui vont être reçues. Et donc, comme je vous disais, toutes les infos sur le nombre de lots, le prix, comment appliquer vont être disponibles sur le site web du CRESAD et vont être aussi disponibles envoyés là, à l'infolettre des AADQ. Et ensuite, donc, on va aussi vous demander d'évaluer les performances en entreprise. Donc, c'est vraiment les apiculteurs qui vont le faire. Alors, il va y avoir des évaluations qui vont être faites donc, pour cette année, donc pour l'année d'introduction des reines, mais on veut vraiment voir en colonie mature comment ils vont performer. Donc, la majorité des critères vont être évalués l'année prochaine. Donc, cette année, pour la saison 2021, on va voir tout d'abord le succès d'introduction. Donc, sur les 50 reines que vous allez recevoir, donc de donner donc, le nombre de reines qui ont fonctionné dans l'introduction. Par la suite, ils vont passer donc un premier hiver, puis on veut avoir la survie hivernale, en fait, la mortalité hivernale sur les 50 ou le restant là, des reines qui vont avoir été introduites. Puis pour la saison 2022, on va évaluer les colonies sur un minimum de 10 colonies. Donc, si vous êtes capable de nous envoyer des données sur plus de colonies, c'est l'idéal, mais on veut vraiment avoir un minimum de 10 colonies pour que les statistiques puissent être prises en compte plus facilement. Donc, les critères qu'on a sélectionnés ici, on voulait avoir quand même un équilibre entre les critères qui sont réalisables en entreprise et des informations là, qui vont nous permettre de récolter des informations pour poursuivre la sélection. Donc, on va premièrement regarder l'infestation en varroa, donc sous forme de wash à l'alcool pour être capable de coordonner avec nos données. Donc, au moins un au printemps, puis un à l'automne. Donc, parmi les apiculteurs qui vont avoir été sélectionnés, là, on va faire le suivi avec vous pour les dates, puis on va avoir un protocole un peu plus précis, finalement, pour bien vous guider dans cette évaluation de performance-là. Et on va aussi voir la récolte en miel. Donc, soit en kilos ou en livres, là, si idéalement, donc avoir une donnée plus précise au niveau du poids, un peu comme Ségolène le dit, donc de peser les hausses identifiées avant et après pour avoir vraiment une idée de la récolte en miel. Et on va aussi demander une appréciation générale de comment les colonies ont performé durant l'année. Donc, ça, c'est sûr que c'est un critère qui est plus difficile à prendre en compte dans une sélection génétique, mais ça va quand même nous donner une idée en entreprise si c'est des reines qui sont appréciées ou qui ne le sont pas finalement dans les différents contextes là, des entreprises dans lesquelles ils vont être envoyés. Donc, voilà pour cette section-là. C'était assez court, en fait. J'ai voulu avoir un mécanisme qui était quand même assez simple. Donc, pour toute question ou pour envoyer les applications, donc c'est à l'adresse crsad@cresad.qc.ca. Donc, un beau partenariat là, depuis plusieurs années entre le CRESAD et l'Université Laval. Alors, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser. Vas-y, Maggie. Ah, ben non, ben, tu peux y aller, Anne-Marie aussi, là. Okay. Les informations pour s'inscrire, là, c'est genre, je veux m'inscrire au lot de reine d'Atit, puis vous avez le courriel de la personne, même pas besoin de son nom comme tel. Etc. Là, c'est sûr, etc. C'est sûr que, tu sais, un courriel qui dit, bon, je suis intéressée à m'inscrire pour un lot de reine avec les informations de l'entreprise, donc le nom,
au moins nom, numéro de téléphone, courriel pour commencer. Par la suite, on va pouvoir, ceux qui vont être sélectionnés, on va pouvoir le compléter avec les informations, adresse, etc. Mais c'est donc un premier courriel qui nous dit donc vous êtes intéressé à participer au tirage finalement là, pour la vente de reine. Puis aussi peut-être mettre des dates qui seraient peut-être qui vous conviendraient davantage. Là. Ça nous serait peut-être aidant là, pour sélectionner les. Mais pas pour la sélection des apiculteurs, mais pour par la suite coordonner les envois. Est-ce que, tu sais, je comprends qu'on ne peut pas diviser un lot, mettons qu'Alexandre et Maggie veulent se mettre ensemble pour diviser un lot, ça ne fonctionne pas, mais quelqu'un qui voudrait plus qu'un lot, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Oui, c'est quelque chose qui est possible. En fait, c'est sûr qu'idéalement, on voudrait avoir 4 apiculteurs différents pour avoir le plus d'informations différentes qui est possible. Mais tu sais, si... En fait, je n'avais pas pensé à cette question-là. Mais en fait, je veux pas te piéger, c'est juste parce que je vois le nombre de personnes que là, puis je me suis dit, d'un coup, qu'il y en aurait 3 qui appliquent et tout. Mais tu as le droit de penser. C'est sûr qu'il y en a seulement 3 qui appliquent, puis qu'il y en a un qui veut 2 lots, on pourra sélectionner, en fait, c'est ces 3-là qui sont intéressés. Mais tu sais, c'est dans l'optique où s'il y en a 6, 7, 8 qui appliquent, là, on va en privilégier vraiment 4 pour avoir des informations chez les différents apiculteurs. Super. Puis, les informations sont déjà bien en ligne sur le site du CRESAD, là, fait que le document il est déjà bien déposé, facile à trouver dans les nouvelles. Oui, exact. Donc, si je comprends bien, ta question, Marie, tu as demandé l'option de, mettons, qu'un apiculteur voulait 2 lots, mais là, l'inverse marche. Il marche quand même, mettons qu'un apiculteur donne son nom, il est sélectionné, puis qu'il décide, comme tu disais, Anne-Marie, mettons que moi, je décide de splitter avec Alexandre le lot. Moi, j'en veux 25, puis Alexandre en a 25. Ça nous fait 2000 $ chaque. Est-ce que c'est encore valide pour vos affaires à vous autres? Ou En fait, c'est ça, c'est en nous, en fait, c'est qu'on veut un minimum de 10 reines à évaluer pour la saison 2022. Fait que, s'il y a des lots qui sont divisés en 2 ou en 3, ça peut faire... parce que, tu sais, je suis consciente que le prix est quand même assez élevé. Puis, tu sais, le but, c'est que ça soit quand même le plus distribué possible. Nous, on a fait ça aussi, 4 lots de 50 pour que ça soit quand même relativement facile à gérer vu que c'est la première année. Et si vous, ensemble, décidez d'en acheter un ensemble, ça va être correct. Nous, on ne veut juste pas que on en 10 ici, 10 ici, 10 ici, pour un souci de simplicité finalement. Là. Mais c'est sûr que c'est des informations qu'on voudrait savoir. Si vous divisez le lot en 2, ben là, moi, je vais faire le suivi avec les 2 apiculteurs, finalement, puis on en va acheter. OK. C'est ça. Il y a un minimum de 10 pour qu'on puisse faire le suivi. Exact. Je comprends. Mais plus, il faut que tu en achètes plus que 10, parce que si tu as de la mortalité pendant l'hiver, il n'en restera pas 10. Exact. Oui, c'est ça. C'est ça. Il faudrait que ça soit au moins une vingtaine, d'après moi, par apiculteur. C'est ça, ouais. Il faudrait se splitter, dans le fond, mettons, à 2 ou à 3 max. Ouais, à gros max, ça fait 3, ça fait quoi? C'est ça, le gros max. Ouais. C'est ça, ça ferait 15-16 chaque. OK. Voilà. Puis, à la base, vos règnes, c'est vous qui les avez faites. Vous avez eu, j'imagine, d'autres éleveurs qui ont rentré en ligne de compte. C'est comme exemple, je sais qu'Anicette, il vend des reines CRESAD là, dans ses batchs. Fait que j'imagine qu'il a été impliqué minimalement dans votre sélection ou quoi que ce soit. Oui, mais ça, pour éviter qu'on ait des taux de consanguinité qui augmentent trop, parce que on est quand même en population fermée, puis on sélectionne quand même de façon assez forte. Donc, pour éviter que la consanguinité monte trop, chaque année, on va choisir un éleveur de rennes pour intégrer de la nouvelle génétique. Fait qu'une année, ça avait été Anicette. Je sais que Maggie avait participé l'année passée. À chaque fois, on essaye d'en introduire. Alors, on ne peut pas introduire tout le monde d'un coup, mais s'il y a des gens qui sont intéressés à partager leur sélection, enfin leur rennes, on peut les introduire.
Et en échange, on avait fait des arrangements. Il avait récupéré quelques rennes l'année d'après sur ce qu'on avait évalué chez lui, etc. Et qu'il y a aussi des schémas comme ça qui sont possibles. Puis c'est super intéressant pour nous de travailler avec d'autres colonies parce qu'on voit vraiment des caractéristiques très différentes. Ouais, c'est ça, ça vous donne. Bon. J'imagine que ça vous donne des points de référence aussi en même temps. Ça donne des points de référence, mais après, c'est ça, c'est des points de référence qui pour le moment sont chez nous. On ne sait pas trop encore comment se comportent nos rennes à l'extérieur. Comment elles se comporteraient chez des apiculteurs. Puis c'est super intéressant d'avoir un retour là-dessus, pouvoir avoir des commentaires constructifs, puis essayer de nous améliorer ou de savoir qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé. C'est vraiment toutes sortes d'informations qui seraient super pour faire progresser le programme. Parce que à la base, le programme de sélection, il ne sert à rien si on le laisse au Cresal. L'important, c'est que vous puissiez en profiter. Qu'est-ce que tu allais dire, Ségolène? Tu allais dire que tu étais partie pour dire mon nom. Oui, c'est ça. Je pense que c'était l'année dernière, je pense qu'on avait évalué. C'était un lot de rennes sœurs que tu nous avais envoyé. Puis ça a super bien fonctionné. Il y a des breeders cette année qui viennent de terrain, fait que c'est chouette parce que ça va intégrer de la nouvelle génétique au sein de nos colonies. Puis, même si genre tu reparleras avec André ou Georges là pour ça, mais on pourra te redonner la breeder si tu veux, ou je sais pas, on peut faire des choses. OK, merci. Parfait. Donc, merci à vous d'avoir assisté ce soir. Fait que je pense qu'on va mettre fin à la rencontre pour le moment. Puis, donc, les informations sont disponibles aussi. Puis, on va refaire circuler aussi la publicité là, pour rejoindre un peu plus de monde. Donc, c'est bon. Bonne soirée, puis bonne fête du Canada demain.